mise en garde, regardez ce qu'elle a dit. Le gouvernement a exprimé son souhait de ne pas modifier le PLFSS. C'est le premier titre budgétaire, texte budgétaire consacré à la sécurité sociale examiné à partir d'aujourd'hui. Nous avons pris acte. Du coup, Matignon lui a répondu. Attendez, Madame Le Pen, nous avons un dialogue possible. Le gouvernement reste ouvert. Mais hier soir, à TF1 LCI, Madame Le Pen dit... le Rassemblement national dit Marine Le Pen votera la censure, sauf retournement spectaculaire. Le groupe du Rassemblement national se réunit aujourd'hui à 14h pour prendre sa décision officielle. Soisig, il y a plus que quelques heures pour essayer de convaincre Michel Barnier. Oui, et on a l'impression qu'il y a un peu un jeu de... je négocie pas, et toi tu négocies. Enfin, c'est pas vraiment à la hauteur de ce qui est en train de se passer. La censure, elle a été votée une seule fois en France en 1962. C'est pas rien. On est vraiment à la veille d'une crise. On est déjà dans une crise politique, mais ça peut être une crise politique encore plus importante. Alors, c'est quoi les lignes rouges du RN, puisque la question se pose, sur quoi les négociations seraient encore possibles. Alors, la hausse de la taxe sur l'électricité, ça c'est fait. La fin des exonérations de cotisations patronales pour les bas salaires, c'est en partie fait. La revalorisation à minima des pensions de retraite. Alors là, vous savez que Laurent Wauquiez a obtenu quelques avancées, mais c'est pas ce que veut Marine Le Pen. Et la baisse de remboursement des médicaments, ça le veut que le gouvernement revienne dessus. Pour l'instant, il ne bouge pas d'un centimètre. Qu'est-ce qui se passerait cet après-midi si le RN votait cette censure? Regardez cette petite animation. Si aux 192 députés du Nouveau Front Populaire, on ajoute les 124 élus du Rassemblement national, vous faites les maths, vous obtenez la majorité nécessaire pour faire tomber le gouvernement et donc mettre fin à l'exercice de Michel Barnier et de son équipe. La censure qui, pour le coup, n'est pas sans risque politiquement aussi pour Marine Le Pen, sans doute ce qui est en train de se peser au RN, Soisig. Ça veut dire que c'est elle qui passerait pour partie pour la personne qui fait tomber le pays dans le chaos. Oui, c'est ça, c'est qui sont les irresponsables? Ça va être ça le grand débat de la semaine, c'est-à-dire est-ce que c'est ceux qui n'ont pas voulu négocier avec le Rassemblement national malgré tous les signaux d'alerte qui avaient été envoyés par la patronne du RN, ou bien alors est-ce que c'est ceux qui décident de faire chuter le gouvernement alors qu'on est déjà dans une situation politique, une situation économique et financière très compliquée, on en a beaucoup parlé ici, et donc qui porterait cette responsabilité-là? C'est ce débat-là, on est déjà dans le débat de l'après en fait. Alors le premier débat, la première négociation RN-gouvernement, elle est en cours, elle a déjà eu lieu. Il reste peut-être une porte de sortie pour Michel Barnier qui s'appelle PS. Est-ce que les socialistes peuvent sauver Michel Barnier? Le PS qui a écrit à Michel Barnier, c'est pourquoi en l'état de vos projets qui sont inacceptables sur le plan de la justice sociale ni sur le plan de l'efficacité économique, vous ne nous laisserez pas d'autre choix en engageant le 49.3 que de voter en responsabilité la censure de votre gouvernement. Pourtant, écoutez ce que dit Jérôme Guedj. Il reste encore quelques heures là avant que l'Assemblée nationale ne soit réunie. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute, on cherche le compromis jusqu'au bout. Nous, on a fait la moitié du chemin en divisant par deux nos demandes initiales. Maintenant, la balle est dans le camp du Premier ministre. Il reste 44 députés socialistes. En fait, ce groupe-là peut sauver Michel Barnier. Ah oui, s'ils ne votent pas la censure, il n'y a pas de censure pour Michel Barnier. Effectivement, il faut qu'il y ait toutes les voix du Nouveau Front Populaire pour que le Premier ministre tombe. On a quand même un gros signal. François Hollande, ancien président de la République, vous imaginez un chef de l'État qui vote la censure, qui empêche le budget d'être voté, c'est pas rien. Il l'a dit la semaine dernière. Donc il y a quand même très peu de chances que les socialistes reviennent sur leur décision. Et alors, je sais que vous aimez la tactique politique ici autour de la table. Regardez, je vous soumets une option. Et si Michel Barnier n'utilisait pas le 49.3 Bah si, décider de faire voter le texte à l'Assemblée nationale. Alors, le scénario, on va vous le raconter. Il y a le dépôt d'une motion de rejet préalable, défendue par le Parti socialiste, avec le vote, évidemment, du PS, de la gauche et du RN. Conséquence, rejet du texte. Et ensuite, nouvelle présentation d'un nouveau texte qui repart à l'Assemblée, au Sénat, etc., etc. Alors, Michel Barnier a dit la semaine dernière qu'il utiliserait assurément le 49.3, mais c'était la semaine dernière. Et c'est pour ça qu'il faut rester très prudent ce matin. On est vraiment dans une situation qui bouge d'heure en heure, mais effectivement, ça pourrait être une option. Alors, on sait que dans un premier temps, Michel Barnier pensait que le Rassemblement national allait voter la censure sur le projet de loi de finances. Il y a 3 textes, donc le 3e. Là, le Rassemblement national s'est penché sur le premier, donc ça va peut-être l'amener à changer d'avis, de tactique au dernier moment. Ça rend dingue votre voisin. En termes de calendrier, ils ont le temps. On n'est pas comme si c'était la veille du 1er janvier. Pour le gouvernement, vous voulez dire oui, pour le texte? Oui, mais en revanche, les oppositions elles peuvent décider de le faire dès aujourd'hui. Ah, mais bien sûr. Pascal qui dit, les amis, il y a une dette, il y a un déficit, ça tourne,
Ça engrange. L'économie n'attend pas. Bah oui, mais il y a une réalité en même temps. C'est pas très raisonnable. Ça fait partie d'ailleurs des arguments qui devraient peser dans l'esprit des dirigeants du Rassemblement national. On le demandera tout à l'heure à M. Jacobelli. Le risque du tout ou rien, c'est-à-dire que le risque que les Français se retournent vers le Rassemblement national, à égalité de responsabilité avec les autres, pour dire, écoutez, la situation se dégrade, voilà, la facture de la dette augmente, je voulais emprunter un peu d'argent pour acheter un bien ou pour consommer, les entreprises, je voulais investir, les taux sont tellement élevés qu'on ne le peut plus, finalement, tous coupables. La réalité, ça peut être ça, à la sortie. D'un mot, donc c'est cet après-midi, peut-être que tout se joue. Depuis 1962, ce n'est pas arrivé. Et 1962, c'est l'unique fois au cours de laquelle ça s'est produit, c'est sous la Ve République. 14h30, édition spéciale sur LCI. Marie Chantré, David Doucan seront à l'Assemblée nationale pour vous raconter tout ça. Il est 6h20. Le chiffre du jour, je l'adore. J'adore ce chiffre. Je suis sûr que vous allez l'adorer aussi. C'est 5. 5 comme 5 coffres cachés à travers les États-Unis par un homme qui s'appelle John Collins Black. Il est milliardaire. Il a caché 5 coffres à travers le pays avec des indices contenus dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Il y a un trésor à l'intérieur ». Valeur combinée de ce trésor, de ces 5 coffres, 2 millions de dollars. Mais ce sont de vrais trésors. Et quand je vous dis de vrais trésors, cet homme a travaillé avec des historiens. Il a fait des ventes aux enchères. Et dans ces coffres, si vous les trouvez, il y a notamment des cartes Pokémon rares, il y a des souvenirs sportifs, une médaille d'or par exemple olympique, il y a des métaux précieux, des objets qui ont appartenu à Pablo Picasso, George Washington. Je vous montre un exemple d'un des trésors enfouis. Regardez, c'est une broche qui a appartenu à Jackie Onassis. Ah oui. 96 carats, 5 coffres dans lesquels il y a des objets comme ça fabuleux. Comment s'est-il procuré ? Aux enchères. Acheté, Il a fait des ventes aux enchères un peu partout dans le monde pour se procurer ces trésors. Et donc c'est la là, valeur totale qui fait... La valeur totale fait 2 millions de dollars. Au minimum. Et là, on comprend pourquoi Pascal Perry va tous les ans aux États-Unis en vacances. C'était pour ça, Pascal. Avec une pelle. J'ai gratté dans la Colorado River, je n'ai rien trouvé. Je trouve cette histoire géniale. Donc c'est un coffre un peu partout dans les États-Unis. Pour info, cet homme est tellement dans le secret qu'il n'a même pas révélé les emplacements à son épouse. Mais il a mis le moins de gens possible dans la boucle Oui. pour que ne pas que le secret La soit seule éventé. personne à qui il ne faut pas le dire. Donc les indices sont répertoriés dans un livre, c'est ça ? Le livre que vous avez vu, Voilà. exactement, il y a un trésor à l'intérieur, un peu sur le modèle de la chouette d'or, vous vous souvenez en France. Bon voilà, je trouvais cette idée géniale. L'été prochain, vous retournez aux États-Unis, Pascal ? Je vais peut-être, oui, j'attaquerai le Sud. On peut faire Avec les conseils de François. On va faire un petit... Toujours de bons conseils. On va faire un petit road trip avec des pelles et des pioches. Allez, 6h20 revenons en Europe et en Espagne précisément. Un mois après les inondations qui ont fait 230 morts, les sinistrés ne s'en sortent pas. Il y avait une nouvelle manifestation, regardez, très impressionnante à Valence ce week-end. 100 000 personnes sont descendues dans la rue pour dire leur colère contre le gouvernement espagnol. Et vous allez voir que la boue semble ne jamais vouloir partir. C'est un reportage signé Jacques Quincar avec Guillaume Vuitton. Un reportage exceptionnel de Jeanne Cancard. C'est déprimant, je trouve. Enfin, c'est très attristant pour les... Il fallait s'attendre à un tel résultat. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de ce qui s'est passé, de l'ampleur du phénomène. Aucune politique publique n'est pertinente face à un tel mouvement naturel. Je pense qu'il y en a pour des années. C'est-à-dire que pendant des années, dans cette région, on va trouver de la boue et les conséquences induites de ce qui s'est produit, de la catastrophe qui s'est produite. Tiens, Pascalou, un sujet qui va vous intéresser maintenant dans le Zoom du 6-9. Bonjour Raphaël Maillochon. Bonjour Jean-Baptiste. Il est beaucoup question de faire des économies en ce moment, évidemment, et il y a une petite polémique qui est en train de naître sur le coût de la protection des anciens ministres et des anciens premiers ministres, à qui Michel Barnier voudrait bien faire serrer un peu la ceinture. Oui, dans un contexte de recherche d'économies de la part du gouvernement, un projet de réforme émanant de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, autour de la protection policière d'anciens ministres ou de responsables politiques, a été remis à Michel Barnier. En tout, une trentaine de personnalités sont concernées. Alors, qui a le droit à cette protection policière ? Cette sécurité très étendue et propre à la France, elle s'applique de facto, vous le découvrez, aux anciens présidents de la République et leurs épouses, aux ex-locataires de Matignon, donc les premiers ministres, et les anciens ministres de l'Intérieur. Je vais vous donner cet exemple très parlant qui illustre cela. Par exemple,
âgée de 91 ans, Anémone Giscard d'Estaing, veuve de l'ex-chef de l'État, président de la République entre 1974 et 1981, continue de bénéficier d'une protection policière. Au titre d'ex-Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, il y a même des personnalités protégées qui ont quitté la place Beauvau il y a près d'un quart de siècle, comme Jean-Pierre Chevènement, par exemple, ministre de l'Intérieur entre 1997 et 2000. Alors, dans ce projet de réforme, l'idée est de vérifier qui en a besoin réellement, de limiter dans le temps cette protection policière. C'était le cas, par exemple, c'est le cas toujours de Claude Guéant, Michel Alliot-Marie ou de Brice Hortefeux, par exemple. Écoutez l'ancien patron du service de la protection de police. Surchargé de travail, avec de nombreuses missions, avec un volume d'heures supplémentaires qui est à la limite du supportable. On ne peut pas imaginer que l'État fasse des efforts sur un certain nombre de domaines et qu'il ne le fasse pas sur ce chapitre-là. Je sais pas ce que... Mais toutes les personnes entourées de policiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ne bénéficient pas du même niveau de protection. Au préalable de cela, une évaluation établie par l'unité de coordination antiterroriste avec un classement qui va de T1 à T4. T1, c'est une menace exceptionnelle, la plus élevée, et les personnalités concernées par les interrogations, les critiques, les projets de réforme sont classés en T4. A priori, il s'agit de celles les moins exposées ou faisant l'objet de moins de menaces. Combien ça coûte tout ça, Raphaël ? Alors, l'estimation émane de la Cour des comptes. Elle estime la facture à 78 000 euros par an, pour le coût d'un seul agent du service de la protection, et cela sans compter les frais de déplacement, voiture, entretien mécanique, essence, péage, parking. Pour une personnalité protégée au plus bas niveau de la menace, c'est-à-dire le niveau T4 que l'on vient de voir, c'est au minimum une voiture, 4 agents qui se relaient toute la journée, 365 jours, des policiers qui assurent également leur mission première de protection contre les menaces, mais aussi, et parfois, vous allez l'entendre, qui répondent à tes caprices. On voit bien, c'est le côté un peu police, utilisation de gyrophares qu'on demande à nos effectifs constamment et qui se rapproche plus du majordome. Leur cœur de métier, c'est bien d'assurer de la protection. C'est pas, par exemple, d'aller chercher des chemises de certaines personnalités, ou c'est pas de les protéger juste la semaine et puis le week-end, non, il n'y a pas besoin parce qu'ils vont en week-end en province, par exemple. Les personnalités protégées peuvent décliner cette protection. Jean Castex, par exemple, a été l'un des rares à refuser tout cela. Merci beaucoup, Raphaël. Dans quelques instants, Good Morning François, l'actualité à l'étranger en Géorgie où la situation est très tendue avec, sur fond d'élections législatives truquées, évidemment, la présence de la Russie. Et puis, la gauche s'organise avec une idée en tête pour 2027. Ce serait bien, vraiment bien que ce ne soit pas Jean-Luc Mélenchon, ce que vous expliquera Soazic et Meller dans les coulisses du pouvoir. 6h29, la météo, Vanessa Matagne. La météo, avec CIC, entreprise à mission. Une banque peut choisir de ne pas faire que du chiffre. CIC, construisons pour que le monde bouge. On va parler de la pluie chez nous, mais d'abord, regardez de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la neige qui est au programme et qui paralyse l'Est des États-Unis. Hier, regardez la Pennsylvanie, il est tombé plus de 70 cm de neige en très peu de temps, donnant ces images impressionnantes avec même l'état d'urgence déclaré dans certains États. Chez nous donc, c'est plutôt de la pluie qui arrive par le quart nord-ouest, qu'on retrouvera en milieu de matinée entre la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. À l'avant, un ciel voilé avec même pas mal de grisailles vers la vallée du Rhône, et à l'arrière, on récupérera de belles éclaircies qui vont d'ailleurs se propager en cours d'après-midi puisque la pluie se décalera entre les Pyrénées, Massif central et sur l'Alsace avec même de bonnes pluies vers la région PACA, toujours assez ensoleillée malgré ce voile d'altitude. Et puis de la douceur ce matin, on a 11-12 degrés déjà en région parisienne. Cet après-midi, on gagnera 1 voire 2 petits degrés. Merci beaucoup Vanessa, il est 6h30, votre journal est présenté par Jade Partouche. Les taxis menacent de paralyser plusieurs grandes villes de France aujourd'hui. Opposés à la nouvelle tarification du transport médical, ils seront près de 3000 à bord de leur voiture rien qu'à Lyon. Nous rejoindrons notre équipe sur place. Michel Barnier peut-il encore sauver son gouvernement ? Fin probable du suspense aujourd'hui. Il présente le budget de la sécurité sociale avec un risque de motion de censure. Peut-il encore l'éviter ? Nous ferons le point. Et puis la démission à effet immédiat de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, poussé vers la sortie par les actionnaires du groupe 1 an avant la fin de son mandat. Pourquoi ce départ précipité ? L'analyse de Pascal Perry en plateau.
Vous pourriez être confronté à des difficultés de circulation ce matin dans pas mal de grandes villes en raison d'un mouvement social. Oui, des milliers de taxis prévoient de paralyser plusieurs grandes villes de France. Nous sommes à Lyon, on va y aller dans quelques secondes, mais Paris, Marseille, Toulouse, Angers, toutes ces grandes villes sont concernées. Les chauffeurs de taxi ont annoncé une mobilisation jamais vue auparavant. Gwenaël Vandrestin et Nathan Vacher, vous êtes à Lyon, donc ils font une opération escargot, on le voit sur vos images, et filtrent la circulation depuis 5 heures ce matin. Exactement, nous sommes arrivés ici sur l'une des entrées au nord de Lyon, porte du Val-Vert. Il y a environ 150 taxis ici sur ce rond-point à l'entrée de Lyon. Vous allez le voir sur les images de Nathan Vacher, la file de taxis remonte jusqu'à l'entrée sur l'autoroute A6. Vous l'avez dit, ils protestent contre cette nouvelle tarification du conventionnement de leur trajet en taxi pour amener les patients notamment à l'hôpital. Et ça va être très compliqué de circuler aujourd'hui à Lyon parce qu'il y a des blocages sur toutes les entrées de Lyon, A42, A43, A46. Entre 150 et 200 taxis qui bloquent les entrées de Lyon. Ils ont prévu de rester jusqu'à au moins 18h. Ensuite, direction la place Bellecour pour un campement. Les taxis qui ont prévu de se mobiliser également les jours suivants s'ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Merci beaucoup Gwenaël Vandrestin en compagnie de Nathan Vacher. La politique maintenant, est-ce que c'est la fin du gouvernement Barnier aujourd'hui ? En tout cas, il doit présenter le projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'Assemblée pour 2025. Et Marine Le Pen met plus que jamais la pression sur le Premier ministre. Le Rassemblement votera la censure, sauf, dit-elle, retournement spectaculaire. Michel Barnier a de son côté fait des concessions, mais reste ouvert au dialogue. Le gouvernement, regardez, reste ouvert au dialogue, comme il l'est depuis le début. En cas de censure, que deviendra le budget ? Écoutez Benjamin Morel sur notre antenne hier soir. On peut avoir un nouveau gouvernement nommé qui reprend les textes et qui essaye de les faire voter. Est-ce que ce nouveau gouvernement voudrait reprendre le projet de loi budgétaire là où il en est, le PLFSS en l'occurrence pour demain ? C'est pas tout à fait évident, mais rien n'est mort, entre guillemets, si jamais on a un gouvernement qui tombe la semaine prochaine. Carlos Tavares écarté de Stellantis par les actionnaires. Sa démission à effet immédiat a été actée hier soir. Déjà mis en sursis début octobre, il avait annoncé son départ, mais des désaccords ont accéléré sa démission. C'est l'une des seules informations d'ailleurs que contient le communiqué lapidaire du groupe. Pascal Perry, comment on explique un départ si précipité ? Alors, le Conseil s'est réuni hier et puis a indiqué que Carlos Tavares devrait partir avant l'échéance. Bon, je pense que M. Tavares l'a plutôt mal pris, il a préféré prendre l'initiative et donc il a annoncé sa démission hier soir. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Que lui reprochent les actionnaires ? Peut-être d'abord l'effondrement du marché américain. Vous savez que c'est Chrysler aussi, le groupe Stellantis. Des promesses non tenues en matière de marge. M. Tavares s'était engagé sur une marge à 2 chiffres. Elle va descendre mécaniquement parce que le marché automobile s'est effondré. Et puis un trou de trésorerie également, moins 10 milliards d'euros qu'il faudra pouvoir financer. Je vais y revenir dans une quinzaine de minutes. C'est un patron très emblématique. En réalité, avec un salaire, vous vous rappelez de son salaire ? Le salaire le plus élevé qui soit 36 millions d'euros. Je vous laisse là-dessus. Merci Pascal Perry. Direction la Roumanie à présent avec cette percée historique de l'extrême droite. C'était le premier tour des élections législatives hier. L'ensemble des forces d'extrême droite combinées ont récolté pour le moment plus de 30% des voix, soit le triple du précédent scrutin de 2020. Les sociodémocrates sont malgré tout arrivés en tête, mais ces résultats plongent le pays, membre de l'Union européenne, je vous le rappelle, et voisin de l'Ukraine, dans un futur extrêmement incertain. C'est un signal important que les Roumains ont envoyé à la classe politique. Il s'agit de continuer à développer le pays avec des fonds européens, tout en protégeant notre identité, nos valeurs nationales et nos croyances. Ils ont raconté des mensonges sur nous, disant que nous voulions vous faire sortir de l'OTAN et de l'UE. Ce n'est pas vrai. Nous voulons faire partie de toutes les alliances du monde libre. Mais nous ne voulons pas être soumis. Nous voulons parler d'égal à égal avec les autres nations européennes. Retour en France avec ce grave accident qui a lieu hier à la tombée de la nuit dans les Pyrénées-Orientales. Un autocar espagnol a percuté le flanc d'une montagne dans la station de Portet-Puy-Morins à 2000 mètres d'altitude. 2 personnes sont mortes. Le bilan est pour le moment provisoire. Ce que vous voyez là, c'est la carcasse du car qui a été évacuée cette nuit. À bord, il y avait 46 passagers venus de Barcelone pour passer la journée à Andorre. Et puis on termine avec une énorme frayeur.